toujours très agréable de venir devant une salle pleine et de pouvoir parler d'un sujet qui me tient à cœur. Alors donc, passage, frontière, j'ai envie de dire la sinistre actualité d'aujourd'hui donne à cet exposé un réalisme un peu particulier. Et je pense qu'on ne peut pas faire ce genre d'exposé sans faire des allusions, qu'on le veuille ou non, à ce qui se passe par ailleurs, puisque les passages, les frontières, c'est peut-être vers quelque chose de beau, de noble, mais ça peut être aussi vers les choses les plus difficiles, les plus misérables, vers le malheur absolu. Alors je voudrais dire que cet exposé que je vais vous faire est un exposé un peu particulier. Dès que l'on parle des passages, on est dans une réflexion très particulière. Le passage, c'est quelque chose, si je peux dire, c'est une réalité qui n'existe pas. On a l'habitude de dire, c'est l'endroit entre deux, toujours entre deux choses, entre deux éléments. C'est l'endroit des transferts, des transitions, de tout ce qui est trans. Et en ce sens-là, c'est un endroit qui est très particulier parce que, alors il y avait parmi les paradoxes de Zénon d'Élée, vous connaissez Zénon d'Élée, c'était l'époque de Socrate, il y en avait un qui était très joli, il disait, un personnage qui est en mouvement, en passage, c'est un personnage qui n'est ni là où il est, ni là où il n'est pas. Il est dans quelque chose qui n'existe pas, dans l'espace de l'entre-deux. Et où est-il alors? Eh bien, il est dans un endroit qui est, en fin de compte, assez indéfinissable. Et je comprends bien, évidemment, que tous les sociologues, tous les ethnologues, tous les psychologues font leur miel de cette notion de passage. Parce qu'on voit bien que c'est une notion qui est à l'origine de beaucoup de réflexions, puisqu'on est entre deux états, en fin de compte. Donc, je crois que cette dimension-là, qui est aussi une dimension philosophique, et je comprends bien aussi religieuse, est une dimension qui est assez importante, qu'il faut avoir un peu à l'esprit lorsque l'on parle de passage. Bon, je veux dire aussi que les passages, quand on est en relation avec un certain nombre de personnes, de témoins, beaucoup de gens vous parlent des passages. J'ai toujours été très frappé de voir la quantité de personnes qui expliquaient que son père, son grand-père, son oncle, etc., était un passeur célèbre qui avait fait ceci et cela. En fait, les passeurs, on les connaît assez bien, puisqu'il existe, il y a eu plusieurs enquêtes sur les passeurs, en particulier, il y en avait une qu'avait faite Honoré Barada, donc dans les années 60. Et au cours de cette enquête, il avait identifié à peu près, je crois que c'était 141 passeurs, sachant, disait-il, qu'il fallait probablement en ajouter peut-être une ou deux dizaines. Donc, les passeurs, on les connaît depuis longtemps. On a des listes qui ont été publiées, en particulier dans l'ouvrage de Gounod. Et donc, c'est un sujet qui est déjà existé depuis longtemps. J'ai envie de dire que maintenant, il y a eu d'autres enquêtes qui ont été faites essentiellement par les Évadés de France. Les Évadés de France, c'était une association. Manuel Ricoy, pendant longtemps, a été le secrétaire général du département. Et donc, lui aussi avait réalisé une enquête sur les passages proprement dit des Évadés de France. Et lui, il avait comptabilisé à peu près de l'ordre de 500 passages, sachant que pour chacun des passages, il y a entre 3 et 20 personnes en moyenne. Mais généralement, la moyenne se situe plutôt autour de 10 ou 12. Donc, si vous voulez, il existe des documents. Il n'y a pas simplement, sur un sujet comme celui-là, il n'y a pas simplement la mémoire des témoignages, même si les témoignages sont assez nombreux et on a beaucoup d'ouvrages qui ont été édités ces derniers temps. Le problème de ces ouvrages de ces derniers temps, je pense en particulier à celui de Gisèle Nogaro, dans le Nombre des passeurs, le problème c'est qu'elle s'adresse rarement aux passeurs eux-mêmes. Elle s'adresse souvent à leurs enfants ou à leurs petits-enfants, et le simple fait de recueillir un témoignage 50 ou 60 ans après les faits montre évidemment les limites de ces témoignages. J'ajoute que pour un historien, le témoignage, c'est toujours très difficile. Le témoignage est dans le domaine de la mémoire. L'historien se trouve sur un autre versant, sur celui de l'histoire, qu'il se veut scientifique.
si une science humaine peut être scientifique, mais avec quand même un certain nombre de méthodes qui se veulent scientifiques. Donc, en règle générale, c'est en fait les passages, les témoignages sur les passages, je vous en dirai un, parce que ces témoignages, en particulier dans le domaine de l'émotion, dans le domaine du vivant, rien ne peut être remplacé par un témoignage de ce point de vue-là. On se retrouve au cœur du sujet, et il est sûr que le témoignage donc, permet de comprendre l'émotion de celui qui a connu cela. Mais sur le plan de l'histoire, il est très frappant que les noms, les dates, les lieux, alors là, on est vraiment dans un milieu très mouvant, ce que je disais, donc l'espace de l'entre-deux. Alors, ces passages, il faut évidemment commencer par dire quelques mots des lieux. Et le département des Basses-Pyrénées, est un département de frontières. En règle générale, d'ailleurs, lorsqu'une guerre intervient, ce dont on parle le plus, ce sont les frontières. C'est toujours, on en revient toujours à des histoires de frontières. C'est un département de frontières et on compte au moins, si je puis dire, 4 frontières importantes. L'une, alors vous avez cette mauvaise carte, mais j'ai fait exprès, parce que c'est une carte qui date de 1935, c'est une des rares cartes dont on pouvait disposer au moment de la guerre. Et donc sur cette carte, on a donc les 3 des 4 frontières donc, de notre département. Il y a d'abord une frontière maritime, donc ce qui est à l'ouest, une 50aine de kilomètres de côte, et cette frontière maritime, comprenez bien que c'est l'ouverture vers le large, essentiellement l'ouverture vers l'Afrique du Nord, l'Angleterre, mais aussi l'ouverture vers le Nouveau Monde, c'est-à-dire vers les États-Unis et le Canada. Donc c'est une frontière importante et c'est une frontière qui, dès le début de l'histoire de Vichy, joue un rôle important. Je veux simplement dire par exemple que l'armistice date du 22 juin, eh bien, entre le 22 et le 25 juin 1940, on constate que sur les ports de la côte basque, sur les grands ports, en particulier Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Sandaille, bien sûr, ces grands ports, un certain nombre de personnes cherchent à s'embarquer, parviennent à s'embarquer, il y en a à peu près 5000 qui s'embarquent sur des bateaux qui vont les amener soit en Afrique du Nord, soit en Angleterre. Et parmi eux, des personnalités importantes se sont embarquées qui par la suite ont pu être ministres, Jacques Mondo, prix Nobel de médecine, Maurice Schumann, etc. et bien d'autres. Donc dès cette période-là, on voit bien que cette frontière a été un lieu que certaines personnes ont cherché à franchir pour s'engager. Et s'engager, ce n'était pas forcément s'engager aux côtés de Gaulle, c'était s'engager pour, disons, dire non. Un certain nombre de personnes, on ne se reconnaissait pas dans l'armistice, le deuxième armistice de Rotonde, et donc ils souhaitaient dire non. Et puis, la deuxième frontière, évidemment, c'est la frontière espagnole. Alors la frontière espagnole, quasiment 150 km de frontière, et c'est une frontière qui est très particulière parce qu'on l'appelle la frontière de la liberté. Indienne Chen, dans un ouvrage célèbre sur les passeurs et les passages, a parlé des fougères de la liberté, des montagnes de la liberté, des fougères de la liberté. En fait, cette liberté débouche vers un des pays qui est écrasé par une des dictatures les plus sanglantes de l'époque. Donc, c'est aussi là un profond paradoxe, c'est de voir qu'un certain nombre de personnes ont cherché à retrouver une certaine forme de liberté. Alors, c'est pas tout à fait le mot, ça serait plutôt leur volonté d'aller en Espagne pour continuer le combat. Mais quand même, ils parlent quand même de liberté. Donc, cette frontière sud, c'est une frontière qui est assimilée donc, à une frontière de liberté. Et ça, c'est assez original, puisque on a, par exemple, quand on voit cette photo, où on a, donc j'ai pris, je pense que c'est le pont de Béobi, le garde civil, le militaire allemand, au fond, le pic des Trois Couronnes. Donc, on voit bien que cette zone-là est une zone donc très particulière. Ce qui apparaît a priori comme la traversée d'un pays écrasé par une dictature sanglante, eh bien, pour un certain nombre de gens qui cherchent à fuir la France, c'est la liberté. Donc, ça, c'est la deuxième frontière. Il y a aussi, alors,
voilà une autre photo qui montre la présence allemande et la présence française, là aussi. Hein. Donc sur ces ponts, généralement, c'est toujours les mêmes, c'est les ponts de Biriatou, de Biaobi. Donc c'est les ponts qui correspondent à la zone occupée. Donc voilà, et puis à côté de cela, l'autre frontière, c'est la ligne de démarcation. Alors la ligne de démarcation partage le département à peu près en deux moitiés, quasiment égales. D'un côté, deux des trois provinces basques. Alors vous voyez en grisé, vous avez ici les trois provinces basques, c'est-à-dire le Labour à l'ouest, ensuite la zone donc, de la Basse-Navarre et la Soule. Et donc, la ligne de démarcation partage le Pays Basque en deux parties. On voit que là, le Béarn a donc récupéré de ce côté, dans ce que l'on appelle la zone non occupée. Alors évidemment, à cette époque-là, Vichy parle rarement de zone non occupée, parle la plupart du temps de zone libre, mais la plupart des gens vont parler à cette époque-là, d'ailleurs le surnom c'était la Nono, donc la zone non occupée, ce qui est valable jusqu'au théoriquement au 11 novembre 1942, en fait dans la pratique, on sait que la ligne de démarcation est restée encore présente pendant quasiment 6 mois, jusqu'à pratiquement au mois de mars 1943. Donc, là encore, il faut dire que jamais on n'avait vu une frontière au milieu d'un département, et il faut bien comprendre que cette ligne de démarcation est au début, pendant l'été 1940, et finalement très perméable. C'est quelque chose qui est une frontière qui n'est pas aussi hermétique que ce qu'elle devient pratiquement dès l'automne 1940, et en particulier en 1941-1942. On a vu beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à le passer, du moins toujours dans le même sens, dans le sens zone occupée, zone non occupée. Par exemple, Monseigneur Weisenberg a expliqué plusieurs fois que lorsqu'il voulait aller rejoindre donc Pau depuis l'évêché de Bayonne, eh bien, il avait été parfois obligé de faire demi-tour avec sa voiture parce que l'officier qui tenait les barrières lui refusait de passer, parce que ça ne lui plaisait pas, donc lui refusait de passer. Donc, une zone non occupée de plus en plus hermétique, et il faut bien comprendre que vouloir franchir ces zones, lorsqu'on a ces titres de séjour parfaitement en règle, il n'y a pas de problème. Mais lorsque, par exemple, on est quelqu'un qui est en fuite, ou alors qui est recherché, qui essaie par tous les moyens d'éviter les punitions, les persécutions, eh bien, il est gravement en danger, et on sait bien que dans ces cas-là, il est arrêté, et rapidement, il peut être interné, et pour ceux qui est des juifs, envoyé dans des camps. Donc, la ligne de démarcation. Alors, cette ligne de démarcation... Paul, viens, Jean-Paul encore là. Mettez-vous là, s'il vous plaît. Viens, Jean-Paul. La ligne de démarcation, alors voilà, ces nombreuses photos, on en a aussi qui montrent donc les paysans obligés de passer la ligne. Là encore, on a beaucoup d'ouvrages, beaucoup de témoignages, en particulier, je pense à ceux sur Orthès, puisque le cœur de la ligne de démarcation, évidemment, c'est la ville d'Orthès. Et puis Orthès, que toutes les communes de la ligne, ça correspondrait aujourd'hui à la nationale 933, celle qui va entre Orthès, qui va de Orthès à Saint-Jean-Pied-de-Port, donc ça, et ensuite à Roncevaux. Donc cette ligne donc, devient de plus en plus difficile à franchir. Alors voilà une de ces photos. Et puis, je voudrais ajouter également, il y a une autre frontière qu'il faudrait évoquer, c'est ce qu'on appelle la zone interdite. La zone interdite, c'est-à-dire toute cette zone qui, dans la zone non occupée, toute cette partie qui correspond à une cinquantaine de kilomètres au pied des Pyrénées, ce qui fait que presque toutes, par exemple, les vallées d'Ossau, d'Aspes, d'Artous, mais également les vallées de Soule, tout cela correspond à la zone interdite. Et là, un certain nombre de douaniers sont présents et empêchent les gens, évidemment, de circuler, d'entrer dans la zone interdite. Cette zone interdite est créée
le 18 février 1943 et va rester en fonction pendant quasiment, vous voyez, presque un an et demi, un an et demi qui termine donc la période de l'occupation. Il faut ajouter que dans ces frontières, dans toutes ces frontières, mais enfin surtout je pense aux trois dernières, je ne pense pas à la frontière maritime, dans ces frontières, donc, il y a une triple surveillance, hein, des douaniers français, allemands et espagnols. Donc cela pose évidemment un problème, puisqu'il ne suffit pas d'éviter les uns, il faut aussi éviter les autres. Donc j'ai envie de dire, un département surveillé, un département écartelé, une zone qui finalement est une zone où les frontières fleurissent de tous les côtés, et j'ai envie de dire que quand les frontières fleurissent dans les lieux, dans les espaces réels, dans les villages, les frontières apparaissent aussi dans les esprits. Et de plus en plus, c'est cette frontière-là qui va être, en fin de compte, la frontière probablement parfois la plus hermétique. Alors, ensuite, deuxième chose, donc, passer la frontière. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais revenir à la carte, et je voudrais évoquer quelques éléments. Quand on regarde cette carte, on constate qu'à peu près 25%, alors là, je reprends l'enquête dont je vous ai parlé, l'enquête de Barada qui avait été faite dans les années 50. 25% des passages se situent donc du côté de Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc Saint-Jean-Pied-de-Port est Saint-Étienne, derrière la main. Voilà, surtout du côté de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et donc, de là, les passages peuvent avoir lieu soit en ce qui concerne la zone occupée par Arnegui, c'est-à-dire à Siliassin-le-Seigneur. Voilà. Soit par ici, c'est-à-dire par l'ancienne route de la voie romaine d'Urculu du col d'Arnostegui, donc soit par ici, soit par Roncevaux et Valcarlos, alors ça c'est la route traditionnelle, la route de Compostelle, soit de l'autre, ici, de ce côté-là, ça serait plutôt du côté des Aldudes, depuis Baïmori, vers Banca et les Aldudes. Donc, et là, on se rend compte qu'à peu près un quart donc, des traversées se passent par là. Donc, c'est intéressant parce que j'ai envie de dire le maximum des traversées correspond à la voie historique et ne correspond pas aux voies actuelles. Les voies actuelles, quand on veut traverser les Pyrénées, on passe soit d'un côté, soit de l'autre, soit côté Viriatou, soit côté Pertus, mais on passe la plupart du temps, on passe de moins en moins par là. Donc, 1 sur 4. 1 sur 5 passe par le Pays Basque intérieur, c'est-à-dire le Labour intérieur, et toutes ces zones, tous ces petits villages, là, les villages de Sarre, Espelette, etc. Et, si vous voulez, ce sont ces cols où se trouvent quelques bentas, alors c'est autour d'Ibardine, autour de la Rune, autour d'Isarieta, etc. Donc vous voyez, c'est et à peu près 1 sur 5, donc vous voyez à peu près 20%. Et puis ensuite, les autres passages se passent évidemment par la côte, mais par la côte c'est beaucoup plus difficile, puisque c'est une zone qui est très surveillée, et on est obligé de franchir la Ville-à-Soie, et là évidemment il y a toujours beaucoup de monde, d'un côté les Allemands, de l'autre côté les gardes civils, donc c'est toujours assez difficile, même la nuit, partant de nuit sans lune, c'est toujours difficile. Et de ce côté, du côté donc du Labour côtier, eh bien à peu près 1 sur 10. Et donc finalement, on pouvait penser que c'est l'endroit qui serait le plus facile, c'est l'endroit le plus facile, donc c'est le plus surveillé. Et puis, il y a les autres côtés. Alors il y a la Soule, et du côté de la Soule, la plupart des passages tournent autour d'Ardès, et de là vont vers Larro, Irati, etc. Et on en compte là aussi de l'ordre de 1 sur 10. Donc en fin de compte, très minoritaire. Ensuite, la vallée du Varatous, c'est-à-dire essentiellement vers Saint-Engrâce, et là, on est à peu près à 1,5 sur 10. Donc,
on est dans un chiffre qui, autour de Saint-Ambroise, qui est là encore relativement réduit. Et c'est important d'avoir ceci en tête parce que quand on discute avec les personnes de l'époque, des témoins de l'époque, ils ont toujours tendance à penser que c'est leur zone qui a reçu le plus de passages et qui est la plus emblématique. Et puis, en Béarn, évidemment, il y a la vallée d'Aspe et la vallée d'Ossau. La vallée d'Aspe est évidemment beaucoup plus utilisée que la vallée d'Ossau, puisque son port est à peu près à 150 mètres de moins en altitude que le Portalet. Donc, on passe davantage par son port, et à peu près 2 sur 10 par la vallée d'Aspe. Alors, la vallée d'Aspe, il y a surtout les 2 grandes voies. Tout à l'heure, on parlait de une dame qui est venue me voir, que je ne reconnais pas, qui me disait qu'avec son père était passé avec les évadés de France, donc par l'Esclan, et depuis l'Esclan, en règle générale, on passe par le col de la Couarde, ou le col de Pau, c'est-à-dire des choses qui sont aujourd'hui les voies que... Moi, je suis un vieux montagnard, donc tous les montagnards connaissent ça par cœur. On est tous allés de l'Esclan à Etchaud en passant par ces cols-là. En règle générale, c'est le col de la Couarde. Et donc, qui permettent... Et ces cols-là, donc, étaient vraiment fortement utilisés à cette époque-là. Pour ce qui est de la vallée d'Ossau, alors la vallée d'Ossau, c'est soit le Portalet, soit Néou, soit parfois par le Peyrelu. Peyrelu, c'est un peu plus compliqué, mais on compte à peu près 1 sur 10. Ça va être sur 10, c'est-à-dire en fin de compte assez minoritaire. Lorsque l'on parle de ces passages, on est obligé d'indiquer des noms de villes. En fait, ce n'est pas ainsi que ça se passe. Parce que s'il y a bien un endroit qui est habité par les passeurs, ce sont les villes et les villages. Dans les villes et les villages, il peut y avoir des gardiens, il peut y avoir des douaniers, il peut y avoir des garnisons allemandes, il y a beaucoup de chiens, donc il est très difficile de passer inaperçu. Donc quand on parle de ville, je parle de ville évidemment, mais on contourne toujours. Et en règle générale, on utilise beaucoup moins les chemins fréquentés, enfin on dirait que les chemins sont beaucoup moins fréquentés à cette époque-là que de nos jours, mais on les utilise beaucoup moins parce que d'abord ils sont beaucoup moins bien dessinés. Il est évident qu'il n'y a pas d'indication sur les chemins, maintenant c'est presque impossible de se tromper lorsqu'on veut faire une promenade de ce côté-là. Il n'y a pas d'indication et les cartes sont très mauvaises. Ce sont des cartes d'état-major et parfois, moi je me souviens d'avoir utilisé ces cartes il y a longtemps pour certains endroits où il n'y en avait pas d'autres, donc il y a, je sais pas, il y a 40 ans, 50 ans, parfois c'était des cartes qui étaient franchement fausses sur certaines choses, donc il est difficile. Et comprenez bien, je veux dire par là que pour quelqu'un qui veut passer en Espagne, il n'y a pas d'autre choix que de se retrouver, de se faire accompagner par une personne qui connaît au moins le trajet. Parce qu'il est très facile de se perdre, et j'ai même envie de dire, même par un chemin aussi facile que le col de la Couarde, il y a un endroit, il est très facile de se tromper, parce que si on continue tout droit, on se retrouve dans la vallée d'Aspe, il faut donc à un certain moment, quand on est sur la crête, partir franchement à droite, là, sur 400 ou 500 mètres, avant de retrouver de l'autre versant le chemin de Etchaud qui conduit à Pointe-la-Reine. Voilà, donc il ne faudrait surtout pas juger les passages de cette époque-là en fonction de ce que l'on connaît aujourd'hui. D'autant plus que les gens qui partent, qui essaient de traverser, parfois quelques-uns sont jeunes, dynamiques, par exemple les réfractaires du STO, mais quand vous prenez des personnes, par exemple des juifs qui ont été persécutés, recherchés, qui traversent parfois avec des valises, des grosses valises, et qui traversent avec des mauvaises chaussures, des très mauvaises chaussures de ville, et qui en même temps sont peu entraînés, c'est très difficile. Je crois que dans ce point de vue-là, le passage, la traversée devient alors une épreuve très difficile. Donc, cette carte, en tout cas, montre que la principale voie, finalement, c'est la voie historique, ces passages. Alors, quand on regarde les rythmes des passages, ces rythmes, évidemment, sont très variables quand on voit les passagers clandestins de la frontière espagnole 40-44. Donc, on considère globalement que, en règle générale, le chiffre qui est retenu par les historiens, et pas simplement, enfin par tout le monde, c'est le chiffre de 33 000. On considère qu'autour de 33 000 personnes
D'autres disent plutôt, c'est peut-être plutôt 30 ou 35. Enfin, le chiffre de 33 000 fait à peu près accord auprès de tous les historiens. C'est le nombre des personnes qui ont réussi à traverser entre 1940 et 1944. 33 000 compte tenu du fait qu'il faut ajouter au moins 5 000 personnes, c'est de cet ordre-là, parmi ceux qui ont échoué. Donc, vous voyez, au total, on arriverait, pour ceux qui ont tenté la traversée, on arriverait à un chiffre qui n'est pas très loin de 40 000. Or, 35 000, c'est à peu près le nombre des passants, le nombre des personnes qui sont passées dans les autres départements pyrénéens. Donc, on voit bien là, une chose essentielle, notre département, c'est le département des passages en Espagne. On aurait pu penser que ça serait peut-être davantage le Pertus, de ce côté-là, où c'est très facile, avec les autres cols qu'on connaît bien de ce côté-là. Non, c'est donc notre département. Et ça, c'est une des spécificités de ce département. C'est d'abord et avant tout un département de passage, et c'est un fait que quand on regarde les réseaux qui ont été constitués dans notre département, alors on ne connaît pas évidemment tous les réseaux, mais enfin pour les réseaux de passage, on admet le chiffre, enfin, moi j'avais identifié 31, ça c'est certain, on admet un chiffre qui se situe probablement autour de 40, compte tenu du fait que, puisqu'il s'agissait de réseaux clandestins, par définition, ils sont difficiles donc à définir, à délimiter d'une manière précise. Et si on regarde les réseaux de renseignement, il y en a une vingtaine, donc dans ces réseaux de renseignement, il pouvait y avoir, dans les grands réseaux, par exemple Alliance et d'autres, donc il pouvait y avoir des réseaux qui avaient une section passage en Espagne. Donc, on voit que c'est la grande activité de notre département, c'est les réseaux, et parmi ces réseaux, la grande activité, c'est le passage. Et je dirais même qu'en ce qui concerne le Pays Basque est une région où on a vu très peu, par exemple, de maquis. Le Pays Basque n'est pas très bien fait, n'est pas très bien structuré pour accueillir des maquis. Les maquis, il faut se cacher. On se cache soit dans la forêt, soit dans la montagne. Et le Pays Basque, les montagnes sont des montagnes gruyères, il est très facile de les rejoindre un peu partout. Donc, en ce qui concerne le Pays Basque, on sait très bien qu'il s'agit d'une zone des réseaux de passage, d'abord avant tout des passages. Alors, le rythme des passages dépend de plusieurs éléments, plusieurs variables. Dépend d'abord de la politique menée en France et ensuite de la politique menée en Espagne. Donc, la politique menée en France, on sait que, pour faire très simple, on a l'habitude de diviser la période de Vichy en deux périodes. Jusqu'à l'été 42, c'est la période qu'on définit souvent sous le terme de maréchaliste. C'est-à-dire que beaucoup de gens se retrouvent derrière Pétain parce que Pétain symbolise un certain nombre de valeurs qui elles-mêmes sont symbolisées donc par la Révolution nationale, le maréchalisme. C'est pas simplement un travail famille-patrie, mais c'est aussi bien d'autres valeurs. Pour faire très simple, là encore, j'ai envie de dire, ce sont des valeurs qui sont d'abord et avant tout réactionnaires. Il s'agit de revenir en arrière pour retrouver la vérité du pays et pour que la France puisse être régénérée de l'intérieur. Les antiques valeurs qui font des peuples forts. Ça, c'est pénible. Donc, il s'agit de retrouver ça. Donc, pendant cette période-là, la politique de Vichy s'efforce de présenter une façade d'indépendance. À partir de l'été 1942, tout bascule. Je rappelle que le 22 juin 1942, Laval déclare « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». À la tête de l'État, il y a désormais un homme qui se range délibérément du côté de l'occupant, du côté de l'envahisseur. « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Et donc, à partir de ce moment-là, on ne parle plus de maréchalisme, on ne parle plus même souvent de moins en moins d'apparence d'indépendance, on parle de collaboration qui devient de plus en plus dure dans tous les domaines. Alors vous allez me dire que la collaboration avait déjà commencé bien avant, le mur de l'Atlantique sur toute la côte basque avait été commencé dès la fin de l'année 1940 et bien d'autres choses encore, mais il est un fait que les éléments les plus importants de la collaboration, c'est-à-dire par exemple la à quelques jours près, février 1943, tout cela donc ce sont les emblèmes, les symboles de ce qui est cette politique de collaboration de plus en plus étroite. C'est pourquoi, avant l'été 1942, eh bien, certaines personnes considèrent que
peut-être que Pétain joue double jeu, peut-être qu'au fond, il prépare autre chose. Bon, mais il est sûr qu'à partir du 11 novembre 1942, date de l'occupation de la zone non occupée, on ne peut plus vraiment se targuer d'une indépendance comme ce que pouvait dire Pétain. C'est pourquoi, avant l'été 1942, il y a peu de passages. Vous voyez, quand on regarde le nombre des passés, on arrive peut-être avant l'été 1942 à des chiffres qui se situeraient autour peut-être de 5000 au total, à peine. Puisque 1942, on est à 5500, mais une bonne partie de ces 5500, ce sont ceux qui sont surtout à la fin de l'été, pendant l'automne 1942. C'est une période également où, en Espagne, au même moment, la politique de Franco est une politique qui vise à refuser. On ne veut pas que les rouges, les résistants, les juifs, je ne sais qui, viennent donc en Espagne. Et donc c'est une politique qui consiste donc à avoir la plus grande méfiance. Et en 1941, on a assisté assez fréquemment à des personnes qui étaient passées en Espagne, que la garde civile arrête et qui ensuite, qu'ils renvoient de l'autre côté de la frontière, qui renvoient au pays, la France, donc le département qu'ils souhaitaient quitter. Les choses basculent, là encore, à la fin de l'année 1942. Et à la fin de l'année 1942, on sait très bien qu'en France, les choses deviennent beaucoup plus difficiles. La France est un pays, à cette époque-là, où un certain nombre de réseaux de résistance commencent à fleurir à droite et à gauche. Il n'est pas question de maquis, évidemment. Les maquis, les premiers maquis, n'apparaissent qu'en 1943. Mais c'est une zone où il y a donc pas mal de réseaux. Et c'est une zone où on sait bien que, de plus en plus, la police française, la police de Vichy, est une police qui va mener la chasse à toutes les formes d'opposants, à ce qui est appelé à l'époque l'anti-France. Qu'est-ce que c'est que l'anti-France? C'est 1. Les étrangers, 2. Les communistes, 3. Les juifs, 4. Un grand nombre d'autres. Les francs-maçons, les homosexuels, les ciganes, etc. Donc, pour ceux qui sont pourchassés, il n'y a pas d'autre solution que d'essayer donc de s'échapper. Et donc, les candidats au passage sont de plus en plus nombreux. J'ajoute que de l'autre côté espagnol, la politique change également. C'est une politique où, finalement, le gouvernement espagnol et Franco se rendent compte de l'aubaine. En fin de compte, c'est une manne, ces gens qui veulent passer. Et donc, le slogan, dès 1943, c'est un évadé contre un sac de blé. Donc il s'agit de monnayer les personnes qui viennent, on les récupère, on les enferme dans des camps, le plus connu évidemment c'est le cas de Miranda de l'Ebro, donc on les enferme dans des camps aragonais ou autres, et ils y restent pendant quelques mois, et ensuite ils arrivent, alors il y a plusieurs filières possibles, mais ils arrivent à rejoindre souvent Madrid, et de Madrid, ensuite c'est soit Gibraltar, soit Lisbonne, et de là ils essaient de passer, en règle générale c'est en Afrique du Nord. Puisqu'en Afrique du Nord, en 1943, et au fur et à mesure que le temps passe, donc, se trouve donc, surtout au deuxième moitié 1943, la première armée de l'âtre, c'est-à-dire une armée avec une deuxième DB qui est particulièrement connue, puisque c'est celle donc, de Leclerc. Donc se trouve la première armée qui va jouer un rôle important en 1944. Donc la politique espagnole, là aussi, s'est modifiée, ce qui explique que 1943, c'est l'année de tous les essais. Et on arrive presque à 20 000 personnes, 20 000 sur 33 000, c'est un chiffre qui est considérable. Vous voyez, plus de la moitié, en tout cas, cherchent à passer à ce moment-là. À ce moment-là, on peut dire que toutes les catégories de personnes qui cherchent à fuir se cumulent, et en particulier, ceux qui cherchent à fuir, ce sont les Juifs, mais les Juifs présentent toutes les caractéristiques pour être ceux qui vont être les premières victimes des rafles, des arrestations et des échecs. Ensuite, en 1944, alors le chiffre correspond surtout, disons, on va jusqu'au juin, peut-être juillet, mais on sait très bien qu'en juin et juillet, le département est en effervescence, puisque les combats dans le département, les combats de la résistance, j'ai envie de dire, ont lieu exclusivement, à de très rares, exclusivement
exclusivement à de très rares exceptions près, entre juin et août, disons entre juin et juillet 1944. Ce qui explique que le nombre des personnes qui tentent leur chance, 6500, est un nombre qui est beaucoup plus réduit que pendant la période précédente. J'ajoute également, pour notre département, il est clair que l'on peut passer pendant le moment où la frontière est franchissable, c'est-à-dire en gros, dans le meilleur des cas, à partir du mois d'avril, pas maintenant, si vous voulez, dans le meilleur des cas, à partir de la fin du mois d'avril, et ça peut aller, disons, jusqu'au mois d'octobre. Donc, à peu près 5 mois, donc le créneau, finalement, est relativement étroit. Donc, voici pour ces rythmes, donc, qui tiennent compte de ces deux éléments, la politique française et la politique espagnole. Alors, qui sont-ils, ces personnes qui cherchent à franchir la frontière? De qui s'agit-il? En règle générale, on explique qu'il y a 3 grandes catégories, 3 catégories principales. La première catégorie, c'est, j'ai envie de dire, ce sont de plus en plus en 1943 et en 1944, les professionnels de la résistance. Des gens qui sont des personnes qui sont dans des réseaux de résistance, parfois des réseaux importants. On sait que notre département, c'est quand même un département dans lequel 4 réseaux ont été créés, et pas n'importe lesquels. Alliance, c'est le réseau par excellence. Alliance Luçon-Monaco de Laurent, donc c'est le créateur du réseau Alliance. Charodo, lui, c'est le créateur du réseau Alibi. Et Alibi, là aussi, c'était un réseau, alors qu'il n'a pas la dimension d'Alliance, mais qui quand même avait la réputation d'être un réseau modèle, où le cloisonnement des cellules était tellement étanche qu'il était difficile, lorsqu'on arrivait à appréhender quelqu'un, de remonter la filière et d'arrêter une bonne partie du réseau. Et puis Navarre, Navarre, c'est le premier nom de l'Alliance. Castille, le réseau qui avait été fondé par Berger, le général Berger, donc depuis le Pays Basque, et qui ensuite a été très connu sous le nom de Notre-Dame-Castille. Et puis le 4e, c'était le réseau Brutus. Alors Brutus a été créé ici. Brutus, on ne le connaît pas trop ici, mais on le connaît pas mal par ailleurs parce qu'il y a eu un certain nombre de personnalités qui ont dirigé le réseau, et en particulier l'ancien maire de Marseille, là, donc, qui s'appelait Gaston Defebvre. Voilà, c'est ça. Gaston Defebvre était un des chefs du réseau Brutus. Donc, en tout cas, ces 4 maisons ont été créées ici, ce qui montre bien qu'on est dans une zone, dans un département où la volonté de dire non a été assez précoce. Donc, je reviens à ce que je disais, donc, parmi ces gens-là, il peut y avoir des gens qui sont recherchés et qui cherchent à fuir, et ceux-là, ils peuvent être encadrés par des structures qui sont bien organisées. Par exemple, des structures gaullistes. De Gaulle, c'est le BCRA, le colonel Rémy, tout cela. Ils sont en relation avec un certain nombre de réseaux. Des structures anglaises, l'intelligence service, un réseau comme le réseau Comet, on va en dire un mot. Le réseau Comet, c'est un réseau qui est très étroitement lié donc, aux structures anglaises. Des structures polonaises également. L'armée polonaise, celle d'une partie qui avait été internée ensuite, enfin en 1941-1942, à Hydron. Et cette armée polonaise du général Sikorski, celle qui veut continuer la guerre ailleurs, en Pologne évidemment, eh bien, a ses propres réseaux, le réseau Visigoth-Lorraine, F2, enfin des réseaux qui sont relativement connus. Donc ceux-là, lorsqu'ils veulent organiser les passages, ils ont des structures, ils peuvent effectivement le faire, et un des grands avantages, c'est que ces structures assurent le financement au départ. Alors que le financement, quand il n'est pas assuré au départ, peut arriver à des sommes astronomiques. Donc, il y a d'abord cela. Leur nombre n'est pas très élevé. Parmi eux, d'ailleurs, je pense à quelqu'un comme l'abbé Pierre, qui, à cette époque-là, s'appelait Grou, Henri Grou, Grouès, voilà. Et donc, faisait partie de ceux qui ont ainsi franchi, alors les dates sont bien connues, et le réseau qu'il avait pris en compte, je ne me souviens plus. Je crois que c'est Libération Nord, mais je ne suis pas sûr. Bon, il faudrait vérifier, c'est dans mon bouquin, ça. Voilà, donc, il y a cela. Ensuite, il y a
un deuxième groupe. Le deuxième groupe, ce sont les gens qui sont isolés et qui essaient de partir pour une raison ou une autre. Alors ça peut être des gens qui appartiennent à des réseaux de résistance, mais sans être dans des grands réseaux, ou qui pourraient plutôt être dans des filières. La différence entre une filière et un réseau c'est toute une structure. Une filière, c'est un lieu précis où on va passer, et généralement c'est lié à une, deux ou trois personnes. Alors qu'un réseau, Alliance, par exemple, il y avait au total 1600 personnes, et je crois parmi ces 1600, à peu près 500 de ces gens-là qui ont trouvé la mort au cours de leurs activités. Donc, alors il y a les isolés, et parmi ces isolés, donc, il peut y avoir des gens qui tentent leur chance. On a ainsi un certain nombre d'ouvrages. Je pense par exemple à l'ouvrage de Jean-Baptiste Ségon, qui était passé par le pic des escaliers, du côté de Tardès, là, qui était parti seul, et qui s'était adressé à quelqu'un qui travaillait dans des postes de Pau. Alors évidemment, les postes de Pau, on pense tout de suite à Ambroise Bordelongue. Et Bordelongue était de ceux qui, c'est-à-dire celui qui a été le grand responsable de la résistance départementale, même s'il travaillait la main dans la main avec Honoré Darda. Donc, ces réseaux-là, ce sont des personnes isolées et qui tentent leur chance comme ils peuvent. Alors, il faut bien dire que c'est à l'intérieur de ce groupe qu'on a l'essentiel des échecs, parce que parmi eux, il y a surtout les juifs en cavale, qui essaient d'une manière ou d'une autre donc d'échapper aux gardiens, d'échapper aux douaniers, à la police, etc. Or, les juifs, en règle générale, ils arrivent, ce sont surtout des juifs étrangers, ils arrivent surtout des pays d'Europe centrale. Quand ils parlent le français, ils ont un accent épouvantable, on les reconnaît tout de suite, ils sont maigres, ils sont hagards, ils ont été persécutés. Et donc, quand ils se retrouvent, je ne sais pas, sur au parc Beaumont, ou alors quand ils se retrouvent au jardin public de Laurent, qu'ils essaient de nouer un contact, c'est très difficile. C'est très difficile. Et souvent, ces juifs, il a fallu, pour un certain nombre d'entre eux, ils arrivaient depuis Paris, depuis le nord de la France, donc il a fallu qu'ils réussissent à traverser la ligne de démarcation. Déjà, c'est pas évident. Je veux rappeler de ce point de vue que les victimes de ces traversées, la ligne de démarcation début 1943, et ensuite les frontières en 1944, c'est d'abord ceux-là qui sont déportés. Sur les quelques, il y a à peu près 6 000 déportés dans notre département, il y en a à peu près 4 000 qui provenaient du camp de Gurs, et les quelques 2 000, alors on a des listes là-dessus, puisque Poulneau avait fait une liste, même très incomplète, oui, de 1600. Sur cela, on sait très bien que la majorité, ce sont des juifs qui ont été arrêtés à la frontière, qui ont été livrés à la Gestapo, et ensuite qui ont été enfermés à Pau, puis au Fort-du-Loir ou à Saint-Michel à Toulouse, et déportés. Donc, pour cela, c'est très difficile. En fait, et la plupart des échecs, les quelques 5 000 échecs dont je parlais, dans l'ensemble, la grande majorité, ce sont ces juifs qui ne parviennent pas à franchir. Et puis, il y a un troisième groupe très particulier, c'est le groupe des appelés du STO. Le STO, donc, je vous dis, c'est tardif, c'est surtout à partir du printemps 1943, mais surtout pendant l'été 1943. Mais ces appelés du STO, ils essaient de quitter la France, non pas comme les premiers pour continuer la résistance, ou comme une bonne partie des seconds, mais ils le quittent parce qu'ils ne veulent pas partir travailler en Allemagne ou dans les régions tenues par l'Allemagne. Donc, ces appelés du STO, ils ont une grande qualité, c'est qu'ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont dynamiques, donc du coup, les personnes qui s'approchent, souvent ils parlent le béarnais ou le basque, les personnes qui s'approchent sont beaucoup plus disponibles que lorsqu'il s'agit d'un inconnu ou d'un juif. Et donc, pour eux, on pourra faire des efforts, y compris financiers, alors que pour un juif, il est très rare, même il est infiniment rare que l'on fasse le moindre effort. Pour un juif étranger, ça fait à cette époque-là de bonnes raisons de le haïr totalement, c'est-à-dire il n'est pas d'ici et il est juif, donc souvent là, la plupart des passeurs et de tous ceux qui gravitent autour des passeurs ne se gênent pas. Et comprenez bien, quand je dis passeur, alors peut-être qu'il aurait fallu que je commence par là, puisque avant le passage, il y a toute une série d'éléments.
faut d'abord récupérer la personne qui veut passer, la cacher. Donc il y a ce qu'on appelle les hébergeurs, les convoyeurs, les prépasseurs. Et puis, ensuite, le passeur, c'est celui, généralement un berger ou un contrebandier basque, qui retrouve donc sa clientèle, comme il dit, je vais revenir sur ce mot, retrouve sa clientèle dans une benta, dans une bergerie, une ferme, et ensuite lui fait passer la frontière par un chemin détourné. Mais comprenez bien que dans un réseau de passage, il y a toute une série de personnes qui se trouvent en amont du passant proprement dit, à commencer par ce qu'on appelait les balles, c'est-à-dire les boîtes aux lettres, et les boîtes aux lettres qui jouent le rôle fondamental dans ce système-là. Donc, voilà les grandes catégories. Ces grandes catégories montrent que c'est tout à fait différent selon que l'on appartient à l'une ou à l'autre. On a plus ou moins de chance, ou parfois très peu de chance, ou parfois même presque aucune chance, de pouvoir passer correctement, car vous savez qu'à cela s'ajoutent les problèmes physiques, des gens qui parfois peuvent être fatigués, des gens qui peuvent être âgés, ou qui peuvent être blessés. Bon, il est sûr que c'est assez difficile, il ne s'agit pas simplement d'éviter les patrouilles, il faut également réaliser son passage, c'est pas évident, c'est pas si évident que ça. Alors, je voudrais évoquer quelques réseaux de passage, quelques réseaux qui sont connus, mais je crois qu'on est obligé d'évoquer certains de ces réseaux, puisque ce sont ceux qui n'ont pas forcément ce ne sont pas forcément ceux qui ont le plus réalisé le passage, mais en tout cas, ce sont ceux qu'on considère comme les plus emblématiques. Alors, le plus emblématique de tous, c'est certainement le réseau Comet. Comet, c'est un réseau qui se trouve sur la partie basque. Donc, et le réseau Comet était un réseau, d'ailleurs, qui était situé, on l'appelait le réseau des demoiselles. Il y a des films sur le réseau Comet. Le réseau des demoiselles, pourquoi? Parce que les demoiselles, les jeunes filles, ont joué un rôle très important. La première raison, c'est que celle qui avait fondé le réseau, c'était André de Jonc, qui était donc belge, une femme, et des femmes qui ont été chefs de réseau, en dehors d'André de Jonc et de Marie-Madeleine Fourcade, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Marie-Madeleine Fourcade, c'est le réseau d'Arche de Noé, vous savez, cet ouvrage remarquable. Donc c'est le réseau Alliance. Eh oui, c'est Alliance. Puisque c'est elle qui avait succédé à Gustave Lacroix. Donc cette très mauvaise carte, c'est une carte donc, qui montre l'habitation est au milieu, en bleu. Et donc d'un côté la France, à droite la France, à gauche l'Espagne, et donc qui montre les passages, donc, qui peuvent être certains des passages de l'aménagement qui sont utilisés. Alors, c'est un peu, ça donne une idée des cartes que pouvaient avoir les personnes qui étaient dans ce réseau. Alors, ce réseau Comet était structuré à 4 niveaux. D'abord, le niveau, c'était autour de l'île Valenciennes, et là, ce réseau récupérait un certain nombre d'aviateurs dont l'avion avait été descendu par la DCA allemande, la DCA. Donc, il récupérait ces aviateurs. Le but, c'était ensuite de pouvoir leur faire continuer la guerre, la plupart du temps, par l'Angleterre, et l'Angleterre. Donc, premier niveau, Valenciennes. Deuxième niveau, il s'agissait de les convoyer jusqu'à Paris. Et là, à Paris, ils pouvaient être donc rassemblés. On les retrouvait un ou deux par deux à Valenciennes ou à Lille, on les retrouve par 10 ou par 20 à Paris. Et ensuite, troisième phase, c'est leur passage donc de Paris à Anglette, puisque c'est à Anglette que se trouvaient les structures les plus importantes qui les prenaient en charge. Et donc, et là, c'est là qu'interviennent les demoiselles. C'est que ce passage, pour des gens qui peuvent être souvent des Anglais, qui souvent ne parlent pas un mot ou quasiment pas le français, et d'ailleurs il vaut mieux pas qu'ils essaient de le parler parce qu'on les reconnaît tout de suite à leur accent. Donc ce sont toujours des gens qui ont des problèmes de dentition, qui sont sourds-muets ou je ne sais pas quoi, et ceux qui donc les accompagnent, ce sont ces jeunes filles, ces demoiselles, c'est pourquoi on appelait Comet le réseau des demoiselles. Qui arrivent ensuite jusqu'en gare de Bayonne, et en gare de Bayonne, ils sont récupérés par la structure qui va leur permettre de passer de l'autre côté avec un certain nombre de passeurs très célèbres, le plus célèbre de tous, le passeur le plus emblématique de tous, c'était Florentino Goicoechea, comme son nom l'indique.
Donc, le moins qu'on peut dire, c'est qu'il était basque. Il a réalisé, alors quelqu'un qui était un contrebandier connu avant, infatigable, marchant la nuit, et avec un taux d'échec nul, sauf à la fin. Jusqu'à la fin, donc, il subit, il se retrouve en face d'une patrouille qui tire sur lui, qui le blesse. Il est fait prisonnier, il est hospitalisé pendant un temps donc, à Saint-Léon. Et là, au cours d'une opération commando, il est récupéré avant qu'il ait parlé, puisque les douaniers ne savaient pas qu'ils avaient pris quelqu'un qui était une des grandes figures les plus emblématiques donc, de tous ces passeurs. Donc voilà, donc Comet, sur Comet, on a peut-être une dizaine d'ouvrages. Il y a une association Comet également qui existe toujours aujourd'hui, ce qui explique que c'est peut-être le réseau dont on parle le plus, même si ce n'est pas celui qui a eu les résultats peut-être les plus importants. Ensuite, parmi les autres réseaux, alors, je voudrais dire un mot de Port-de-Vire, alors évidemment Port-de-Vire. Alors Port-de-Vire, c'est le réseau qui passe d'abord et avant tout par l'abbaye de Belloc. C'est un réseau qui, lui, est assez particulier, puisque souvent, les personnes pouvaient être récupérées en garde-peau, dans la mesure où ils n'étaient pas reconnus, puisqu'en garde-peau, ils sont très filtrés. Et là, il y a un certain nombre de personnes, je pense par exemple à Michel de Lossabal. Michel de Lossabal était connu parce qu'en garde-peau, il se mettait à l'arrivée des trains, il se mettait auprès de la porte, et puis il faisait un geste. Alors, je ne sais pas, il se touchait l'oreille ou le nez, je ne sais pas quoi, un mot. Et ensuite, il allait de l'autre côté de la cour où se trouvait l'autobus qui pouvait aller jusqu'à Navarinx. Et donc, les personnes qui étaient au courant de cela, qui savaient qu'il y a une personne près de la porte de sortie qui va se toucher l'oreille, enfin qui va faire un geste convenu. Donc, ils savaient donc qu'il fallait le suivre. Donc, ils prenaient donc l'autobus, ils allaient jusqu'à Navarinx, plutôt jusqu'à Préchac, et là, à Préchac, ils descendaient, ils allaient à Goès, et de là, ensuite, ils étaient récupérés par tout un système qui les amenait par Tardès, qui pouvait les amener jusqu'en Espagne. Donc, on a ce genre de... Et on sait que parmi Michel de Lossabal avait par exemple travaillé pour Vaudevire, un passeur et quelqu'un qui travaille souvent pour 2 ou 3 réseaux et qui est en rapport parfois avec 6 ou 7 ou 10 filières. Donc il travaillait pour Vaudevire et on sait que l'abbaye de Belloc, Notre-Dame de Belloc, a joué donc un rôle assez important, même s'il a été très réduit. Je cite de mémoire, il faudrait vérifier, mais c'est en gros entre mars et octobre 43, puisqu'à la fin de l'année 43, octobre, je crois que c'est peut-être début novembre, le réseau est lancé, le père abbé est arrêté, c'était le père Andette, le principal membre qui s'occupait de ces passages, qui était le père Joanategui, est lui aussi arrêté. Il y en a un autre aussi, je crois que c'était Darmandrail. Pardon ? Darmandrail, voilà. Darmandrail, merci Ricardo. Et donc, et ils sont envoyés à Dachau, à Dachau, où donc, et ils vont revenir. Ils reviendront en mauvais état, mais ils vont revenir. Donc, Vaudevire. Le nombre de personnes passées par Vaudevire n'est pas très élevé, mais c'est intéressant de voir qu'une abbaye a pu les récupérer. Ils allaient surtout par Asparren, l'Arsamendi. Vous voyez, c'est là qu'il y a au sommet aujourd'hui, il y a les relais de télévision. Et ils arrivaient à l'abbaye de Lascano. Une allusion peut-être, il y a, puisque là on est en plein, ce sont les rares, les très rares réseaux dans lesquels on va trouver un rôle important qu'a pu jouer l'Église catholique. Mais il y en a une autre que je voudrais évoquer, c'est le réseau Jade à Nicole. Et Jade est un réseau qui partait de Bordeaux et qui arrivait jusqu'à Barège. Et on sait qu'à Bordeaux, il y avait un père, un jésuite qui s'appelait Diosède. Le père Diosède, donc, était quelqu'un qui était en relation avec ce réseau Jade. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de réseaux qui ont pu jouer ce rôle et qui passaient, une des branches du réseau, passait par notre département. Un mot sur le réseau Zéro. Alors, le réseau Zéro, il est également assez connu pour d'autres raisons. C'est le chirurgien et le berger. Alors, Mère Ostrom, c'est
une américaine, qui a travaillé beaucoup en particulier sur ce réseau. Et ce réseau partait de Mendive. Alors vous voyez, là on est à côté de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et ce réseau utilisait la forêt de Mendive. Un médecin belge qui s'appelait Charles Schepens avait acheté la forêt de Mendive, l'avait acheté sous son nom, le nom de Jacques Parrot, et Parrot, c'est son nom de résistance. Et il avait décidé d'utiliser la benne qui montait les grumes, qui montaient les troncs depuis Mendive jusqu'en haut à la forêt d'Irati. À la forêt d'Irati, vous êtes en Espagne. Donc, il y a à peu près une douzaine de kilomètres. Donc, d'utiliser ces grumes pour faire circuler les troncs, les hêtres, donc il avait récupéré. Et il employait à peu près 200 personnes, c'était souvent des républicains espagnols, des basques républicains espagnols, pas forcément basques d'ailleurs, 200 personnes. Et lorsqu'une benne montait, il est arrivé, assez souvent, c'est-à-dire plusieurs centaines de fois, il est arrivé que dans la benne se trouvait également quelqu'un qui voulait passer à l'Espagne, qui pouvait être quelqu'un qui était recherché ou quelqu'un qui était persécuté, qui souhaitait passer à l'Espagne. Donc, cette scierie de la forêt de Mendive, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que pendant toute la période où elle a existé, les gens de Saint-Jean-de-Pied-de-Port et de la région, Saint-Jean-de-Vieux, etc., estimaient que Schepens, c'était un collabo. Il travaillait pour les Allemands, il leur donnait du bois, il leur donnait des planches, des poutres, etc. Et ce n'est qu'après la guerre que Schepens était quelqu'un qui était modeste. Lorsqu'il s'est enfui, lorsqu'il est passé aux États-Unis, où il a fondé une clinique donc, qui était très connue à Boston, et que l'on a compris le rôle considérable qu'il avait joué, et que beaucoup de gens ont rendu hommage à cette idée qu'il avait eue, donc, d'utiliser la benne pour faire fuir un certain nombre de personnes. Et le but, c'était celui-là. Le but, ce n'était pas de créer une scierie, ce n'était pas de s'enrichir à l'égard d'une entreprise qui utilisait le bois, c'était d'abord et avant tout d'essayer de faire passer les gens de l'autre côté. Donc, vous voyez, cette scierie de Mendive est une scierie, alors on la visite régulièrement, on fait encore aujourd'hui la promenade entre Mendive et le haut de Dirati. Il doit falloir, je dirais, 2h30, quelque chose comme ça, 3h peut-être. Et au milieu, il y a une église, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, une chapelle. Et c'est une chapelle donc je crois que c'est Saint-Sauveur, où certaines personnes qui ne prenaient pas la benne, mais parfois essayaient de monter à travers la forêt, arrivaient à se reposer. Bon, mais le réseau le plus important, et c'est par lui que je veux terminer cette présentation des réseaux, c'est celui que l'on appelle la base Espagne. Alors la base Espagne, c'est un réseau de réseaux. C'est-à-dire c'est un système qui est mis en place pendant l'année 1943 et qui est mis en place dans le cadre de la résistance civile, c'est-à-dire la résistance de Bordelon et Barada. Et dans ce cadre-là, un certain nombre de réseaux qui travaillaient avec la résistance civile, Bordelon, Barada et l'armée secrète. Alors quand je parle de résistance civile, comprenez que je la différencie de la résistance militaire. La résistance militaire, c'est celle du corps Famboniès, donc les anciens militaires de carrière. Alors que Barada était instituteur et Bordelon était contrôleur des postes. Donc on voit bien que ces réseaux-là, certains de ces réseaux donc, sont en relation et deux personnalités, deux frères, alors ce sont les frères Mazou, les deux avaient été volontaires des brigades internationales en Espagne, donc ces deux frères décident de constituer cette sorte d'énorme réseau qui rassemble une vingtaine de réseaux de notre département, une cinquantaine de filières, et c'est ce que l'on appelle donc la base Espagne. Et cette base Espagne a, je pense surtout à la famille Berdance, et depuis, donc, et ensuite, on peut dire que tout l'été 43 et l'essentiel des passages du printemps 44, donc, se passe d'abord et avant tout à travers la base Espagne. Alors, cette base Espagne, c'est donc quelque chose d'assez exceptionnel
on ne retrouve pas, partout ailleurs, dans n'importe quel autre endroit, on ne retrouve pas quelque chose d'aussi important que cette base Espagne, qui apparaît un peu en 1943 comme le symbole même du réseau de passage, de celui qui structure donc tout cela. Il était très en rapport, ce réseau était très en rapport avec le NAP. Alors le NAP, bon, vous voyez ce que c'est le noyautage de l'administration publique, c'est-à-dire c'est le principal réseau de résistance, celui que dirigeait, celui que commandait Honoré Barada, qui est donc le plus grand réseau de résistance de notre département. C'est le fonctionnement de notre département. Et le NAP et la base Espagne travaillaient en étroite relation. Voilà, donc, voilà ces réseaux, voilà quelques-uns de ces réseaux que l'on peut évoquer. Alors, je voudrais maintenant parler un peu de qu'est-ce que c'est qu'un passage. Qu'est-ce qu'un passage? Alors, je ne vais pas être trop long, je voudrais quand même vous donner un témoignage qui montre quelles peuvent être les difficultés. Alors, je vais me contenter de lire. Ça se passe dans la vallée d'Aspe, ça se passe autour de la Reims, et d'ailleurs à l'endroit même, vous savez, quand vous êtes à la Reims et que vous prenez à la sortie de la Reims la route vers Aubonne et Gourette, à ce carrefour, il y a une stèle avec un monument, c'est de cela que je vais vous parler. C'est de ce passage que je vous parle. Alors, le récit a été fait par Michel Salvaille, et au moment, il avait, je ne sais pas quand il a rédigé ça, mais c'est rédigé à la machine, une mauvaise machine, visiblement, au moment où la stèle a été érigée, et la stèle a été érigée, je crois que c'était en 1988, voilà. Voilà le récit. En 1943, je suis réquisitionné. Alors, voyez, je suis frappé d'abord, moi, par voir l'imprécision. En 1943, on a tout de suite envie de dire, mais quoi, quand je suis réquisitionné pour aller travailler en Allemagne pour le STO. Donc là, on comprend qu'il s'agit très probablement de mars ou avril, peut-être mai 1943. Il y a eu, je crois, 6 départs vers le STO. Les 2 premiers depuis la gare de Pau, qui se sont mal passés. Mal passés pour l'administration. Les gens criaient Laval au poteau, Pétain au dodo, enfin des choses comme ça. Et ce qui explique que les autres départs ont été faits depuis la gare d'Assat, donc à une dizaine de kilomètres, à côté de Naï. Donc, en 1943, je suis réquisitionné pour aller travailler en Allemagne, pour le STO. Refusant cette réquisition, je rejoins mes parents à Bescat, un petit village des Pyrénées-Atlantiques, vous voyez, dans la vallée d'Ossau, à côté d'Arby, et me met aussitôt à la recherche d'un réseau qui fait passer les Français résistants par l'Espagne pour rejoindre les forces françaises libres. Alors là, donc, il s'agit pour lui de quelqu'un qui, pas simplement un passage pour éviter le STO, il s'agit vraiment de rentrer dans la résistance, donc de rejoindre les armées en Afrique du Nord. Mon passage fut exceptionnellement difficile. Je fus dirigé et caché plusieurs jours dans le château de Madame Lachique à Louville-Juson. Alors elle est connue, cette Madame Lachique, elle est connue en particulier pour un détail, c'est que c'était une des très rares personnes qui ne faisait pas payer, ou qui faisait payer des prix insignifiants. Donc, cette dame, ayant rassemblé un groupe de 26 personnes, nous fait transférer dans une grange aux environs de Bielle, en attendant le départ 3 jours après. Au jour J du mois de mai 43, alors on sait que c'était le 10 mai 43, 3 passeurs prennent le groupe en charge. Nous voilà partis à la queue leu la nuit, un en guide devant, un guide au milieu, un autre derrière, et après 1h30 de marche environ, nous faisons une halte à l'entrée de la Reims. Il était minuit. Après quelques minutes de pause, nous décidâmes de repartir, et c'est là que je m'aperçus que j'avais enfilé le sac à dos d'un camarade d'évasion. Peu importe, nous échangerions au prochain arrêt. Nous venions de passer le Gave de Pau à la Reims, mais juste au sommet d'un pré très abrupt, avant la route qui mène aux eaux chaudes Aubonne, nous tombons sur une patrouille de soldats allemands. Le chien, nous ayant senti, fonça droit sur nous lorsque le guide le tâta. Bory, jeune passeur du pays. Alors il est connu celui-là, c'est Jean-François Bory, puisque vous allez voir la suite. Il avait 22 ans, c'est pas vrai, il en avait 28, mais enfin il était très jeune. Bory crut bien faire en abattant le chien d'un coup de revolver. Les soldats allemands furieux nous tirèrent dessus et tuèrent notre jeune guide, entre autres. Ensuite, ce fut le sort qui peut. Alors c'est vrai, Bory a été tué à cette époque-là, toute l'histoire est incroyable.
connu. Quand il dit entre autres, cela suppose qu'il y en aurait eu d'autres qui ont été tués? Non. Évidemment, tous les autres. Et puis, on est à peu près au courant. Et ce fut le sauve-qui-peut. Je trébuchais dans la panique sur un camarade qui venait lui aussi d'être abattu. Alors ça, c'est pas exact. Il était tombé, mais il n'était pas abattu, parce qu'on sait que dans ce passage, il n'y en a eu qu'un qui était abattu. Et par une chance miraculeuse, je roulais sur un prépentu que nous venions de grimper et tomber dans le Gave. J'en sortis de l'autre côté de la berge et pris la ligne de chemin de fer en marchant traverse par traverse, évitant donc la route et revenant à Bescat, chez mes parents. Épuisé mais heureux malgré tout d'avoir sauvé ma peau, je montais dans la chambre prendre un repos bien mérité lorsque j'entendis mon frère crier « Sauve-toi vite, trois Allemands arrivent en sidecar dans la cour de la maison. » Par chance encore, je sautais par la fenêtre de la chambre qui donnait dans un parc et, me faisant le plus discret possible, je rejoignis ma cache au château de Louis-Juson. Les Allemands n'eurent pas de mal à me retrouver car dans l'échauffourée, le camarade qui portait mon sac se fit arrêter lorsque nous tombèrent sur le guet-apens. C'est ainsi que ces trois soldats allemands, après avoir visité toute la maison et questionné mes parents, amenèrent mon frère Thomas à la mairie pour un interrogatoire serré. Après 1 heure, ils le relâchèrent grâce à Dieu. Quelle ne fut pas ma surprise de retrouver au château 3 de mes camarades d'évasion manqués, les frères Morin et Joseph Morgalero. Aussitôt, Madame Lachic nous donna une fausse carte d'identité, nous fit prendre le train à Rudy en direction de Pau avec maintes précautions et nous furent cachés chez sa mère pendant 8 à 10 jours. Après cette pause forcée, nous voilà regroupés environ 18 cette fois pour une nouvelle tentative de passage des Pyrénées. Après avoir marché 5 jours et 5 nuits, dans des conditions très difficiles, ardoisières, glaciers, nous finissons par traverser la frontière au col des Moines. Alors on retrouve là le passage de l'Esquin. Je dois dire ici que la moitié du groupe a péri durant cette traversée. Alors ça, je dois dire que là, je ne vois pas très bien. Il dit qu'ils étaient 18, la moitié ça ferait 9. Ça passe pas inaperçu, ça se saurait, et ça, jamais on a eu le moindre écho là-dessus. Donc, je ne pense pas qu'il donne l'information pour se mettre en avant, je pense qu'il est sincère, mais il a probablement eu des problèmes, des gens qui ont eu du mal à traverser ou qui ont renoncé à la traverser, mais ce n'est pas pour autant donc qu'il a péri, comme il dit. De là, je fus interné à la prison de Raca et au camp de Miranda de l'Ebro pendant 5 mois. J'avais 22 ans. Après cette période d'internement, arrive la libération. Nous apprîmes un jour que nous allions être embarqués pour l'Afrique du Nord et j'ai embarqué à Malaga sur le bateau le général gouverneur d'Épine, puis ensuite donc l'Afrique du Nord. Je contractais un engagement volontaire pour toute la durée de la guerre, faisant partie de la 5e division blindée du 62e RAA. Je débarquais en Provence, donc ça veut dire qu'il a fait toute la bataille de Provence, de la vallée du Rhône, remonté la vallée du Rhône, passé le Rhin à Spire et rentré en Allemagne, poursuivant l'ennemi jusque dans le Tyrol. À l'armistice, le 5 mai 1945, j'étais sur les bords du lac de Constance et attendais la démobilisation. Alors voilà, donc vous voyez, une double traversée, la première qui a échoué, la deuxième qui a réussi, qui montre au moins les extrêmes difficultés de ces traversées. Alors, je voudrais terminer en évoquant quelques questions et en faisant quelques remarques. Alors, première remarque, c'est important. Les membres des réseaux de passage ne sont pas des résistants, ne sont pas considérés comme des résistants. Il est évident qu'il peut y avoir parmi les membres des réseaux de renseignement et de sauvegarde, il peut y avoir là des gens qui font du passage, et ceux-là sont considérés comme des résistants. Mais les membres des réseaux de passage ont d'autres motivations que le renseignement ou la sauvegarde. La principale motivation, je dirais au moins 9 cas sur 10, sinon beaucoup plus, c'est d'abord et avant tout l'argent. Et il est sûr que le réseau de passage, passer quelqu'un, c'est quelque chose qui peut être particulièrement lucratif. On considérait généralement qu'un réseau de passage de prix, le réseau de passage, c'était, on disait, soit 4 à 5 jambons, ou alors
3 jambons et une paire de chaussures, ou alors on disait des chiffres qui se situaient autour entre 5 000 et 10 000 francs de l'époque. Pour donner une idée, un instituteur en début de carrière gagnait 2 000 francs, et le salaire d'un instituteur, en gros, c'était entre 2 et 3 000 francs. Donc, c'est particulièrement lucratif, le réseau du passage. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, et en particulier pas mal de bergers qui ont toujours vécu dans les plus grandes difficultés, trouvent peut-être là, non seulement un moyen d'arrondir leur fin de mois, mais beaucoup plus que cela, un moyen aussi d'obtenir une certaine forme de reconnaissance et de pouvoir, incontestablement de pouvoir sauver la vie, parvenir à faire sauver la vie à quelqu'un. Donc comprenez bien qu'il peut y avoir par exemple sur les passeurs que Barada et Bruno avaient réussi à identifier. Donc, on a quelques unités de personnes qui se font pas payer, mais c'est souvent très rare. Et j'ajoute que ils se font payer souvent assez cher. Alors, on a quelques exceptions. Il y a alors un médecin, je me souviens, qui était passé par les frères Troitino. Alors, les frères Troitino sont très connus en Vallée d'Aspe, parce que c'était parmi les grands passeurs de la Vallée d'Aspe. Et il était médecin. Et donc, au moment de passer, il propose une poignée à un de ses frères, donc il propose une poignée de monnaie. Le frère avait déjà reçu de l'argent, et puis finalement, Troitino lui dit, allez, garde ça, petit, tu en auras besoin quand tu seras là-bas, c'est pas la peine de me le donner. Mais ce genre de réaction, ce sont des réactions c'est l'exception qui confirme la règle. J'ai envie de dire, la plupart du temps, les passeurs sont des passeurs qui font ça pour des raisons essentiellement vénales. Et le côté résistant, c'est pratiquement toujours habillé, lorsque ensuite ils ont parlé de ce qu'ils faisaient, habillé de notions de résistance, d'action de résistance. Mais en règle générale, les passeurs qui voulaient faire de la résistance ne se contentaient pas de faire des passages. Ils pouvaient être également forcément en relation avec un certain nombre donc, de réseaux de passage, de réseaux qui, ces réseaux de passage étaient constitués de gens qui étaient des résistants. Tous ceux qui étaient en amont, là, les hébergeurs, etc. Donc, c'est important d'évoquer ceci parce qu'après la guerre, beaucoup de ces passeurs ont voulu être reconnus comme des résistants, des héros de guerre. Or, les résistants leur ont toujours refusé cela. Donc, il est intéressant de voir que ce n'est pas parce qu'on est passeur qu'on est nécessairement un héros. J'ai même envie de dire l'inverse. J'ai même envie de dire que les vrais héros, ce sont ceux qui essaient de passer. Parce que ceux-là, ils risquent beaucoup, ils risquent leur vie, plus encore, surtout quand il s'agit de juifs ou de résistants pourchassés, plus encore que les passeurs eux-mêmes qui parviendront à s'évader. On a plein d'anecdotes comme ça, en particulier du côté de Bienne. Mais donc ceux-là, les personnes qui veulent passer, c'est parce que dans l'ensemble, soit ils veulent continuer la guerre, soit ils veulent échapper, je pense aux Juifs, et pour eux c'est vraiment particulièrement difficile. Donc, il est important d'avoir en tête que aujourd'hui, quand on entend les résistants, on sait souvent pour dire oui, mais mon père était passeur, ça prouve que non, ça ne prouve pas que souvent les résistants, en tout cas, au lendemain de la guerre, les grands résistants, ceux qui sont indiscutables, à commencer par Barada, et si je parle de lui, c'est parce que à partir de 1945, lui qui avait été le véritable maître, j'ai envie de dire, du département pendant 6 mois, au moment du CDL, pendant le deuxième semestre 1944, lui qui avait une avenue devant lui, une avenue politique, qui pouvait être maire de Pau, député, eh bien, il a préféré s'occuper de pupilles de la nation, de colonies de vacances, et il n'a pas fait ça. Et il s'est occupé également de l'histoire du département pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, lui donc, considérait que les passeurs ne pouvaient pas être assimilés à des gens comme Bordelon ou comme lui. Voilà. Je veux ajouter une deuxième chose également. Les passeurs ont mauvaise réputation.
Alors, ils ont mauvaise réputation, même parfois quand ils ont fait des choses très bien, même parfois quand ils ont réussi. L'immense majorité des passeurs n'étaient pas des gens qui ont lâché leur clientèle en cours de route. Ce sont des gens qui ont fait leur travail convenablement. Il y a eu des passeurs véreux, et Baradat en notait 7 sur les 141, je crois qu'il avait relevé. Mais il y a eu des passeurs véreux, et effectivement, on connaît parfaitement d'ailleurs leurs noms et leurs histoires. Bon, peut-être qu'on y reviendra. Mais en tout cas, ils ont souvent une mauvaise réputation après la guerre. Parce qu'après la guerre, tous les nostalgiques de Vichy ont tendance à dire que les résistants, finalement, c'était tous des bandits qui cherchaient qu'à s'en mettre plein les poches, et les passeurs, ils étaient pires qu'eux, puisque eux, ils le faisaient quasiment ouvertement. Donc, si vous voulez, les passeurs, au lendemain de la guerre, ont été souvent les victimes de beaucoup de critiques de la part de personnes qui n'étaient pas simplement des nostalgiques de Vichy, mais qui pouvaient être aussi des gens qui étaient restés au fond d'eux, maréchalistes. Bon. Donc, ils ont une mauvaise réputation. J'ajoute aussi que le passeur, il a une mauvaise réputation parce que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de sa faute. Et on sait par exemple qu'une des traversées qu'avait faites la Savane, depuis Marcus, s'était soldée par un échec. Annie Olassaval, la fille de Michel, est quelqu'un qui travaille aujourd'hui au musée de la Résistance de Pau. Et Annie Olassaval a toujours dit qu'elle a senti que la famille Olassaval a toujours été ostracisée à Marcus parce que justement, on lui reprochait d'être à l'origine de cet échec et que le passeur n'avait pas fait ce qu'il fallait. Donc, si vous voulez, le passeur, c'est quelqu'un c'est le premier qui est critiqué quand il y a un problème, et ensuite, c'est quelqu'un que l'on soupçonne également de ne pas être honnête. Et là, je retrouve ce que l'on disait tout à fait au début, quand on disait c'est l'espace de l'entre-deux. Voilà, le passeur, c'est l'espace de l'entre-deux. Donc, par définition, il n'est pas net. On ne sait pas exactement, bon, il n'est pas très clair. Donc, si vous voulez, la réputation des passeurs n'a pas toujours été une réputation exemplaire, et leur histoire donc le montre bien. Autre remarque que je veux faire, la grande différence, je l'ai dit ça, la grande différence entre le Béarn et le Pays Basque, c'est certainement cela. Le Pays Basque, c'est la zone des passages, le Béarn, c'est beaucoup plus la zone de réseaux, qui sont des réseaux de résistance et de sauvegarde. Il y a des réseaux de passage également en Béarn, mais en fait, c'est surtout le cas donc en Pays Basque. Donc là, une différence essentielle. Je veux ajouter également qu'aujourd'hui, on apprend souvent qu'à travers un certain nombre de témoignages, mais c'est souvent 2-3 générations après, qu'il y a beaucoup de résistants. Moi je suis très frappé de voir que quand on parle avec la population, il y a beaucoup de gens qui viennent me dire à l'occasion de diverses enquêtes, ah mais vous savez, un tel était résistant, ma famille, un tel était résistant. Or, forcé de remarquer que ce n'est pas exact. Le nombre des résistants est un nombre qui est infime. Lorsque l'on parle des résistants, certains ajoutent « Ah oui, papy fait de la résistance », c'est-à-dire des choses qui ont tendance à dévaloriser complètement la notion de résistance, alors que faire de la résistance, non seulement c'est dangereux, mais c'est très dangereux. Et beaucoup de gens et les résistants qui sont pris sont des résistants qui, en règle générale, donc, sont d'abord arrêtés, torturés, déportés. Et beaucoup d'entre eux, s'ils sont pris, il est évident au moment des combats, là, les Allemands ne s'embarrassent plus beaucoup de déportation. Là, ils sont fusillés sur place, comme ceux de Higuerassoul, de la côte de Morlas ou du Pont-Long. Donc, comprenez bien que moi, je suis frappé de voir que quand on écoute les témoignages, on a tendance de vivre sur une autre planète, alors il va peut-être y avoir des questions là-dessus, mais une autre planète que celle donc de la documentation, des archives et de ceux qui ont travaillé là-dessus, à commencer pour le Béarn par Honoré Baradat ou Louis Boulnon, tous les deux historiens, qui ont fait l'histoire et qui étaient tous les deux béarnais. Donc, là encore, on retrouve ce que je disais sur les témoignages. Les travaux que l'on peut faire sur la résistance
sont des travaux qui sont très difficiles parce que l'historien accumule toutes les difficultés. La résistance, par définition, c'est quelque chose de clandestin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement il n'y a pas de documents, donc pour l'historien ça pose problème, mais en plus, ça veut dire que souvent ceux qui appartiennent à des réseaux ne savent pas que parfois à côté d'eux se trouve une autre personne qui peut aussi appartenir à des réseaux. Souvent, en 1945, lorsque ces résistants se sont retrouvés à l'occasion de congrès ou de colloques ou de choses comme ça, en particulier il y avait un à Salis au moment de juillet ou août 1945, après, donc, une fois la guerre terminée. Certains ont été étonnés de dire « Ah, mais toi, tu étais résistant, je te connaissais, mais je ne savais pas. » Donc, ils se sont retrouvés au lycée, ils étaient peut-être, je ne sais pas, 200-300, et donc, ils ne savent pas. Donc, quand on est dans la clandestinité, comme on ne sait pas exactement ce qu'il y a autour de soi, on a énormément tendance à surestimer l'action de son propre réseau et à estimer qu'il était probablement le seul qui pouvait exister. Donc, cela encore complique. Parce que souvent, ils ajoutent, ils disent, combien de fois j'ai entendu des gens me dire « Ah oui, mais un tel, c'était le grand chef d'un réseau, c'était le grand chef d'un maquis. » Alors je me dis « Mais comment il s'appelle ?» Alors, et puis bon, en règle générale, les chefs des maquis, bon, il n'y avait pas 36 maquis, ici il y en avait 21, si je ne me trompe pas, et on connaît bien les maquis. Dans l'ensemble, on les connaît. 25 maquis, voilà, on pourra peut-être y revenir. On connaît bien les chefs des maquis, et même les sections de maquis, on les connaît. Mais, comme en particulier dans le corps Franc-Pommiès, on n'avait pas de grade, on parlait de chef. Donc tout le monde était chef. Il y avait des chefs, ou alors il y avait les soldats, ça s'appelait des... Non, on ne revient pas là. Bon, mais, donc ce qui fait que souvent on a tendance à surestimer considérablement l'action qui a pu être faite et l'action que les résistants ont pu faire eux-mêmes. Alors voilà, tout ça, donc, ça rend un peu compliqué cette recherche, ces travaux sur les maquis, et pardon, sur les réseaux. Voilà, alors je veux dire, pour terminer, je voudrais faire 2 ou 3 remarques en conclusion. Une première remarque, d'abord, sur éviter les amalgames. Aujourd'hui, lorsque l'on veut comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé, on a tendance, c'est assez naturel, à le regarder, à le considérer à la lumière de ce que l'on connaît, de ce que l'on a vécu. Et donc, de pratiquer une certaine forme d'amalgame qui fait que l'on passe souvent à côté des réalités. Et l'important pour un historien, pour quelqu'un qui fait de l'histoire, c'est d'essayer de comprendre comment les personnes réagissaient à ce moment-là, ce qu'elles pensaient, ce qui s'est passé, ce qu'elles pouvaient avoir dans la tête. Et pour cela, il faut forcément essayer de s'abstraire, c'est très difficile, des réalités du moment. Donc, méfions-nous, lorsque l'on parle des réseaux, souvent nos schémas de réflexion sont des schémas qui font qu'on a tendance à mélanger, et du coup, on risque de passer à côté et de la réalité historique dont on veut parler, mais peut-être aussi de traverser l'analyse qu'on peut faire du problème du moment. Voilà, donc ça c'est la première chose que je veux dire. Deuxième chose que je veux dire, alors je reviens sur les frontières. Il est évident qu'en temps de guerre, on ne parle que de frontières. Les frontières sont partout. Mais en temps de guerre, les frontières également, elles sont de plus en plus à l'intérieur des personnes eux-mêmes. Et à l'intérieur des personnes eux-mêmes, on a tendance donc à compartimenter les choses et les gens, et à expliquer qu'on peut accepter certaines choses de la part d'une, de l'un, de l'autre, parce qu'il y a ceci ou cela, on peut se reconnaître en lui, et pas de la part d'autres. Donc, et cette démarche-là est une démarche que l'on retrouve non seulement dans l'opinion publique, mais que l'on retrouve également au sein de la résistance. Donc, le problème des frontières est le problème fondamental, et la frontière, non pas en tant que lieu de passage, mais en tant que lieu hermétique, lieu finalement clos, où on sent que les uns et les autres s'affrontent autour de leurs frontières. Voilà, et puis bon, je ne peux pas m'empêcher de dire, parler de cela, quelle actualité, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, alors qui cherchent à partir
en voiture, très bien, parce qu'ils le peuvent. Mais de plus en plus, dans les semaines et peut-être les mois ou les années qui viennent, de plus en plus, ils chercheront à partir clandestinement, comme ce que l'on a pu voir à notre époque. Voilà, donc, si vous voulez, ce que je voudrais surtout que vous reteniez sur ces réseaux, moi je voudrais que vous reteniez qu'on est un département où il y a eu beaucoup de passages. On est un département où il y a eu énormément de réseaux de passage également. Et puis, c'est complexe. L'histoire, c'est d'abord et avant tout quelque chose de très complexe. Et plus on creuse, plus on se rend compte qu'il faut essayer d'éviter les clichés, les idées reçues.